Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Représentation diagnostique du handicap mental et de l'insuffisance mentale. 1. Représentation diagnostique du handicap mental. 1.1 Conception du diagnostic ou du diagnostic. Le mot diagnostic dérive du terme grec diagnosis qui signifie discernement. Si le diagnostic, en tant qu'objet de connaissance, est nécessaire parce qu'il permet une meilleure approche des souffrances de l'être humain, il n'en reste pas moins insuffisant. Si la diagnose est une connaissance qui s'acquiert par l'observation des signes diagnostiques, il semble que ceux-ci ne rendent compte que d'une partie du champ d'expérience de la santé et des altérations de celle-ci. Si je dis de quelqu'un qu'il est schizo, je formule du même mouvement un processus qui se passe en moi. Le diagnostic est toujours une interprétation de celui qui l'énonce. Ne croit-on pas trop vite savoir ? On ne se demande pas souvent quel est le diagnostic que le malade fait de son psychiatre. Un diagnostic psychiatrique produit sa propre réalité et avec celle-ci, ses propres effets. Une caractéristique implicite des diagnostics psychiatriques veut que les troubles mentaux aient leur origine dans l'individu, et seulement rarement dans l'ensemble des stimuli qui l'environnent. Par conséquent, les comportements que l'environnement provoque chez le patient sont habituellement attribués à sa maladie. L'approche constructiviste, pour y faire référence, au sein de l'orthodoxie psychiatrique classique modifie la conception de la réalité. Nous détaillerons ultérieurement davantage le concept de réalité, chapitre 2, pages 51 à 53, dans ses définitions plurielles. La question du diagnostic renvoie également à celle de la normalité et notamment à la question suivante. Qu'est-ce qu'être normal ? 1.2 Le diagnostic de la normalité, la normalité. Dans le langage courant, être normal signifie être conforme au type le plus fréquent. Normalité équivaut à normativité. Dans le langage sociologique, une norme constitue une règle ou un critère régissant notre conduite en société. Il ne s'agit pas d'une régularité statistique dans les comportements observés, mais d'un modèle culturel de conduite auquel nous sommes censés nous conformer. En médecine, la normalité, à l'opposé de la pathologie, se caractérise par l'absence de maladie. Mais celui qui est malade est celui qui pense qu'il ne doit pas se soigner, nous dit Marc Ledoux. Les statistiques, quant à elles, définissent la normalité par une norme moyenne. Cette moyenne statistique est une valeur caractéristique ou représentative d'un ensemble de données. Or, dans le domaine de la santé, il n'y a pas d'information neutre. La séduction exercée par les mesures chiffrées est particulièrement trompeuse. N'oublions pas que l'usage de normes révèle l'expression de buts choisis. Ne dit-on pas que l'on fait dire aux statistiques ce que l'on veut, et donc que cet outil est utilisé suivant les objectifs que l'on se fixe. Ces derniers sont-ils toujours bien conscients ? Le choix de normes est-il toujours aussi explicite que possible ? Nous ne disposons que de concepts très vagues et très généraux pour définir la santé mentale, alors que nous en avons un véritable catalogue dès qu'il s'agit de diagnostiquer des comportements anormaux. L'individu n'est-il pas à la fois sujet et objet de sa recherche ? N'est-il pas déjà prédéterminé dans sa recherche, voire conditionné à l'image, un peu caricaturale certes d'un chercheur, faisant des expériences sur des souris et ayant lui-même une tête de souris ? Nous voulons dire par là que le chercheur réalisant des expériences sur le conditionnement est lui-même conditionné à son insu. Pourquoi les gens dits normaux n'entreraient pas à leur tour dans une entité nosographique pathologique ? Lacan nous parle du normal comme d'une mal-norme. Être normal si l'on est vivant, n'est-ce pas être normatif ? Or tout créateur sort de la norme. Toute innovation ne serait-elle pas anormale ? Les premiers poissons qui ont osé sortir du milieu aquatique avaient certes un comportement anormal, mais ils ont été à l'origine de la conquête des terres émergées. Le simple fait de vivre implique une aptitude à l'innovation. Tout organisme, pour s'adapter, doit innover, tenter une aventure hors de la norme, engendrer de la normalité afin de voir si ça marche car vivre c'est prendre un risque. La vie est désordre. La mort c'est l'équilibre. La santé ne réside-t-elle pas dans le possible débordement de la norme ? Norme et morne ne diffèrent-elles pas de si peu ? Mais les hommes sont si nécessairement fous, que ce serait être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou. 1.3 Le diagnostic et la culture.
Les diagnostics peuvent être différents selon les pays. Sur le plan médical par exemple, ne dit-on pas, sous forme de boutade que, pour contracter une maladie, vous devez en général vous rendre dans un pays où cette maladie est connue, et dès que vous quitterez le pays, vous serez un malade guéri ou votre maladie aura changé de nom. À l'heure actuelle, dans la culture américaine et dans notre culture occidentale, l'hyperkinétisme, pour le situer en exemple, constitue un syndrome de plus en plus diagnostiqué. Or, dans les pays du Maghreb, ce phénomène n'existe pas. La spasmophilie, ayant connu ses heures de gloire dans nos pays européens, est inconnue dans d'autres pays plus éloignés. Certaines études montrent que des psychiatres de plusieurs pays devaient décider si une personne représentait un danger pour elle-même ou pour son entourage. Au vu des cas examinés, ils n'ont pu se mettre d'accord que pour un cas sur deux. Ces constatations ne sont-elles pas hallucinantes ? Les différences culturelles sous-jacentes conduisent en fait à des divergences flagrantes. Dans la croyance populaire islamique, les maladies sont interprétées en fonction des causes naturelles ou surnaturelles. Les causes naturelles sont surtout des dysfonctionnements du corps, qui sont traités par les plantes et par un régime alimentaire. Les causes surnaturelles sont la magie, le mauvais œil ou les mauvais esprits. Le malade sera traité ici à l'aide d'amulettes, de rituels, de perles bleues et de diverses substances, telles que le sel et l'encens. Les guérisseurs traditionnels musulmans ont, quoi qu'on en pense, une façon d'aborder le diagnostic qui reste très actuelle. Ils essayent surtout de trouver la cause des problèmes à l'aide d'entretiens approfondis avec les malades et leur entourage. Par leur intervention, ils remettent de l'ordre dans le chaos que connaît le patient, de sorte que ce dernier peut se reprendre en main. Dans l'anthropologie médicale, une différence est faite entre les termes anglais disease et illness. Tous deux signifient maladie, mais disease s'applique à la maladie considérée du point de vue du médecin, tandis que illness représente la vision du malade. Conclure que l'on accorde trop peu d'importance au second terme, c'est précisément ce manque de considération qui est comblé par le guérisseur traditionnel islamique. Pour clore ce chapitre sur la relation entre le diagnostic et la culture, je livre au lecteur cet extrait de conversation entre un rationaliste occidental et un guérisseur traditionnel. Le rationaliste, croyez-vous aux esprits ? Le guérisseur, n'avez-vous jamais vu votre subconscient ? Le rationaliste, non ? Le guérisseur, et pourtant vous y croyez. 1.4 Impact positif et négatif du diagnostic. Le diagnostic est positif quand il permet la reconnaissance d'une souffrance ou d'un handicap, ainsi qu'une reconnaissance sociale. Il permet en effet d'établir des critères d'ouverture de droits sociaux. Il permet aussi, dans une démarche évolutive et interactive, une cartographie d'un fonctionnement de la personne. Quand il est différentiel, le diagnostic nous donne des clés pour comprendre le comment d'un processus en cours. La souffrance psychique peut parfois être soulagée quand elle est nommée. Recevoir un diagnostic permet alors d'exister. Nommer un mal-être, c'est pouvoir se le représenter et l'extérioriser. Cependant, le diagnostic présente l'inconvénient d'isoler la maladie sans laisser de place à la personne souffrante, pas plus qu'à son entourage. Le diagnostic ne rend compte que d'une partie du champ d'expérience de la santé et des altérations de celle-ci. Il peut refléter le discours du maître, du scientifique dont le regard dominant apporte aide, assistance et ne s'adresse donc pas à un être de demande. Le thérapeute tout-puissant est tenté d'y croire. Diagnostiquer, c'est comprendre et donc prendre avec, où l'autre est souvent pris en position d'objet. Ce point de vue tendrait à enfermer la personne. Dans une lecture nosographique, il y aurait un risque de clôture de la personne. On pourrait parler d'un diagnostic. Le patient ne serait pas sujet de sa maladie mais objet, et l'on ne pourrait pas rencontrer un sujet qui parle de lui mais un sujet dont on parle. Le risque serait d'amener une identification du sujet à un signifiant. D'autre part, à l'heure actuelle, tout le monde semble poser des diagnostics. Le directeur d'école, l'enseignant, l'assistante sociale, le voisin. En tout cas, c'est souvent l'autre qui est malade et pas nous. D'après F. Dolto, diagnostiquer c'est se trouver en position agressive et F. Dolto dit se trouver infirme en position agressive. Au lieu de parler par exemple de psychose, F. Dolto préfère dans certains cas parler de névrose grave. Cette perspective lui paraît plus optimiste. Pour F. Dolto, le thérapeute doit rester en position d'étonnement par rapport à la personne.
Certains psychanalystes comme M.C. Lambot préfèrent évoquer une névrose narcissique grave au lieu de parler de psychose maniaco-dépressive. Il est vrai que l'on observe que certaines équipes voient des psychoses partout, d'autres des états limites, etc. Tout se passerait comme si une équipe ne pouvait donner qu'une évaluation diagnostique sommaire en rapport avec son présupposé de base du moment. Un autre présupposé de base pourrait consister à croire que tout symptôme, toute bizarrerie ne serait qu'un comportement adaptatif à un contexte. Cette conception plutôt systémique semble être une conception non normative, non pathologisante de la personne. C'est le système qui peut être dysfonctionnel. Dès lors, tout comportement déviant, ou pathologique, ne révélerait qu'une réaction saine face à une situation. La position de l'anthropologue qui reconnaît l'autre dans sa différence, sa singularité, son environnement socioculturel et respecte ses normes, me paraît plus proche de la personne. Cette position, c'est simplement dire « Vous avez sûrement de bonnes raisons d'agir comme ça ». Nous présupposons qu'il y a des raisons et que ces raisons sont bonnes, c'est donc une façon bienveillante de demander le pourquoi. C'est respecter l'autre et comprendre qu'il ne peut actuellement être, penser, ressentir ou agir que comme cela, même si pour lui, face à ces événements de vie, cela ne suffit pas. Mais pour lui, c'est du domaine de l'évidence et il lève les bras au ciel. Mais bien sûr que j'ai de bonnes raisons de faire ceci, de dire cela. L'ensemble de ses expériences passées a fait de lui ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il agit aujourd'hui. Et il nous en parle. Il nous informe. Ainsi lu, l'anthropologie se situe parmi les ambitions les plus vastes, les plus généreuses et les plus nécessaires. Elle donne comme finalité à l'homme l'intelligibilité de la condition humaine. Elle le met en position de débiteur par rapport à lui-même. Elle l'enracine dans la conviction qu'il est en dette d'alliance envers l'humanité, qu'il est concerné au plus haut point par le cheminement de l'espèce, quelles que soient les aventures du moment où elle est engagée et qu'il doit donc contribuer, de sa place singulière, à la réussite de l'entreprise collective. Tout en se rendant attentif à la difficulté de préciser quand commence l'humain, tant de crimes ayant été produits en son nom, l'anthropologue, comme Diogène, sa lampe allumée en plein jour, est à la recherche de l'homme vrai, aussi illusoire que soit cette ambition. Et comme chacun sait, il faut se garder de deux écueils, l'excès d'utopie et le trop peu d'utopie. Mais n'existe-t-il pas de pire utopie que celle qui prétend qu'on peut s'en passer ? 2. Représentation diagnostique de l'insuffisance mentale. 2.1 Diagnostic et arriération mentale. Questionner le diagnostic revient à cerner d'un peu plus près le rapport qu'une personne handicapée mentale entretient avec elle-même et avec autrui. Malgré une arriération mentale profonde, certaines personnes perçoivent ce qui se passe autour d'elles et sont extrêmement sensibles à toute marque d'attention. Cette perception très fine met en cause un certain déterminisme que peut susciter le diagnostic d'arriération mentale profonde. Les ratés, ceux qui souffrent de handicap, peuvent apporter des différences bénéfiques pour tous. Ils ne savent pas faire ce que les autres savent faire, mais ils savent parfois faire ce que les autres ne savent pas faire. D'autre part, l'arriération mentale serait-elle hors discours, ce qui la situerait dans le champ de la psychose, ou est-elle sans langage ? Est-elle une forme de refus de s'engager dans un processus de connaissance ? Le savoir intellectuel est limité par le handicap, mais sa limite peut être redoublée par la manière dont il se situe par rapport à ce handicap. Anne est-elle identifiée à sa trisomie comme facteur biologique ? Ou a-t-elle un espace psychique qui lui permet d'être subjectivement au monde avec diverses caractéristiques dont la trisomie confère sa carte postale, chapitre 5. Anne n'est pas que trisomique. On retrouverait une dimension du leurre très fréquente chez la personne handicapée mentale, qui chercherait à éviter toute mise en cause en feignant l'ignorance, voire l'absence. En cela, elle serait une personne qui chercherait à se mettre à l'abri des secousses et de l'inattendu. Adopter cette position constituerait une protection illusoire et aléatoire, car personne n'est à l'abri d'une surprise. 2.2 L'insuffisance mentale vue par Lacan. Lacan situe un malaise fondamental du sujet quant au savoir. Les débiles redouteraient avant tout de se rendre maîtres. Même si la débilité est due à un facteur organique avéré, c'est d'après Lacan, la relation du sujet au signifiant qui compte. Il cite à ce niveau des cas de débilité supportés dans l'économie psychique parentale comme masquage de la dépression maternelle.
Lacan rend hommage à la thèse de Maud Manoni, qui tente à infléchir la débilité du côté de la psychose. Le signifiant handicap serait une identification délibérée par une sorte d'identité à ce signifiant qui désormais aura réponse à tout. Lacan qualifierait le débile de rusé. Il fait allusion à l'idiot de Dostoïevski et à la ruse de la raison de Hegel. Celui que Lacan appellerait débile ne voudrait rien vouloir savoir du savoir. Il s'auto-interdirait de savoir en redoutant de se rendre maître, et contournerait de cette façon la tâche analysante. J'appelle débilité mentale le fait qu'un être parlant, ne soit pas solidement installé dans un discours. C'est ce qui fait le prix du débile. Il n'y a aucune autre définition qu'on puisse lui donner sinon d'être ce qu'on appelle un peu à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'entre deux discours, il flotte. 2.3 L'arriération mentale vue par Zondi. Dans sa doctrine fonctionnelle du moi, Zondi détermine les clivages du moi chez les malades mentaux. Chez les autistes P par exemple, la partie clivée agissante est constituée par la projection et l'introjection qui met hors action l'inflation et la négation. Zondi ne parle pas réellement de l'arriération mentale, mais me semble la décrire dans 3 cas de figure. Notamment lorsqu'il définit le clivage du moi catatoniforme où la partie clivée agissante est la négation à outrance, K, et la partie séparée par clivage mettant hors action l'introjection, l'inflation et la projection. Notamment dans l'aliénation paroxysmale à conditionnement affectif où la partie clivée agissante met en action la négation, l'inflation ainsi que la projection et la partie séparée par clivage mettant hors action l'introjection, K+. Dans ce cas, il y a aliénation, perte de savoir. Notamment dans le clivage épileptiforme désintégré avec état d'absence, où les 4 fonctions du moi sont mises hors circuit d'où l'état d'absence. Notons également une importante proportion d'épileptiques parmi les personnes dites arriérées mentales. 2.4 Les enseignements de la psychose et de l'insuffisance mentale. La psychose tout comme l'arriération mentale constitue un défi à l'intelligibilité psychanalytique, une mise à l'épreuve de la valeur de ses concepts autant que de sa technique, une provocation incessante à reformuler la théorie. Les psychotiques comme les arriérés mentaux en effet, posent la question de la réalité de la rencontre, de façon abrupte et pathétique parce qu'ils manifestent ou semblent manifester qu'ils n'y croient pas. Avec eux, nous sommes dans le radical. Pour quiconque, la rencontre de la psychose et de l'arriération mentale constitue un ébranlement qui remue les plus intimes certitudes. Nous nous trouvons hors des lieux communs. Nous sommes expulsés d'emblée du champ social, comme si nous entrions profondément au cœur des problèmes humains. Nous renonçons au beau langage, au langage appris qui ferme l'oreille. Nous ne sommes plus du tout dans une relation superficielle. Nous mettons en suspens ce que nous croyons comprendre. Le handicap brise le sens familier de nos actions. La relation vraie dépasse l'apparence. Le bavardage s'écroule. Nous ne sommes plus dans l'insoutenable légèreté de l'être. La personne handicapée ou psychotique est-elle handicapée, psychotique ou petit prince ? Comment pouvons-nous la représenter ? 2.5 La débilité en question selon Françoise Dolto. La débilité effective, nous ne sommes pas sûrs que cela existe. Ce qui existe, c'est l'interruption de la communication pour des raisons qui, dans chaque histoire, restent à déchiffrer. Dans le cas des débiles d'apparence clinique, la potentialité de symboliser l'image du corps est endormie. Beaucoup de ces enfants, derrière leur masque pseudo-organique de retard, de débilité, de psychose, sont des enfants précoces qui n'ont pas été reconnus comme tels dans les premières semaines de leur vie, et qui se sont souvent découragés de chercher à communiquer avec un entourage qui ne les comprenait pas et qui ne répondait pas à des questions que souvent leur corps posait puisqu'ils ne pouvaient pas encore parler. Je pense à Ganaël qui cherche, au travers d'une série de comportements aberrants, éloquents, constituant autant de langage, cracher, jeter de l'eau par terre, déféquer à côté du WC, etc., à connaître la vérité sur son histoire et sur la réalité de son handicap. On pourrait dire qu'elle cherche un savoir en quelque sorte par son pouvoir sur les autres. Elle semble chercher sa place. Elle cherche à savoir quelle place elle occupe. Cela me fait penser au film de Jaco van Dormael, Le 8e jour où l'acteur Georges Trisomique 21 joué par Pascal Duquesne nous dit « Moi je sais pas où je suis né, je crois en Mongolie ». Françoise Dolto nous dit également «
Un enfant supporte la souffrance si on lui dit la vérité. Il ne s'agit pas de tout dire mais de dire dans le respect. Il est important de connaître la place qu'on occupe afin d'être sujet de son histoire, et non pas d'être pris dans un mensonge. Un enfant communique si on communique avec lui. Interrogeons maintenant le terme handicap. 3. Définition du handicap mental. Le mot handicap est d'origine anglaise et serait apparu au début du XIXe siècle dans le langage sportif. Hand in cap, c'est-à-dire la main dans le chapeau, désignait une compétition dans laquelle les inégalités entre les concurrents étaient compensées par l'attribution de points ou d'avantages en temps ou en distance, afin de donner à tous des chances égales de victoire. Dire qu'il y a ou qu'il n'y a pas altération de la santé, c'est déjà faire usage d'une norme explicite ou implicite. Altération de santé s'appelle déficience, paralysie, surdité, en anglais impairment, atteinte sur le plan des fonctions et des organes. Sur le plan des gestes et actes élémentaires de la vie ordinaire, l'altération de santé s'appelle en français incapacité. En anglais, disabilities, difficulté à monter une marche, à interpréter les situations ordinaires, perturbation de l'activité cognitive, etc. Sur le plan des rôles sociaux, l'altération de santé s'appelle désavantage social, en anglais social disadvantage, limitation à la libre mobilité, au libre choix des occupations, etc. Dans la version française, le handicap c'est l'ensemble des conséquences des maladies, déficiences, incapacités et désavantages sociaux. Un handicap n'est jamais l'expression univoque d'un seul facteur. Les critères d'ouverture des droits sociaux sont trop souvent liés au diagnostic et aux déficiences, et pas assez aux incapacités et aux désavantages sociaux. Ne faut-il donc pas changer le contenu accordé au concept de handicap ? La clinique montre qu'il est des organisations morbides ayant tendance à se fixer, des déficiences mentales évolutives, des handicaps tardivement compensés. Sans doute, certains handicaps apparaissent-ils comme conséquence ou séquelles d'une affection mentale, mais il en est d'autres, et notamment déficitaires, qui doivent se comprendre comme origine d'un processus dynamique et évolutif, organisation structurelle sur un mode déficitaire. Il est aussi des handicaps fonctionnels qui se structurent pour leur propre compte, et sont ainsi susceptibles d'entraîner des remaniements pulsionnels favorables ou non ainsi que de relancer une problématique conflictuelle. Dans l'évaluation des déficiences, d'autres handicaps et leur évolution, il faudrait dépasser les seules références à des niveaux légers, moyens, profonds, et rechercher les places successives qu'ils ont occupées dans l'organisation psychique de l'enfant et son économie, tout comme l'impact qu'ils ont pu ou pourraient avoir au niveau de remaniement structurel. Bien des facteurs sont à considérer. Le développement des images du corps, les identifications et les processus de symbolisation, le niveau d'intégration des dimensions de l'absence, de la perte et du manque, ainsi que la qualité de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.